Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast de l'ARG concernant le top 10 des séries cette fois-ci. C'est ça, série. De On est l'année habitué à faire les 2023. films, mais on fait aussi les critiques de séries. Donc Un peu moins, on a fait depuis quelques années, là, ouais, je crois que c'est que depuis 2 ans. les tops. Ouais, Les les tops, top ouais. séries, c'est assez récent, donc on aime bien aussi. Ouais, c'est différent. C'est différent, Mais c'est clair. donc bon. On a rarement les mêmes d'ailleurs en commun. Et puis surtout, on voit pas les C'est mêmes. ça qui est pas mal. C'est même pas qu'on n'a pas les mêmes dans les tops, c'est qu'on voit pas les mêmes. Et puis surtout, en fonction des années, on n'en voit pas forcément autant que les films. Oui, on Et en voit du beaucoup coup, moins, donc évidemment, donc cette fois-ci, on est moins d'ailleurs, on est moins, on est moins sériphiles que moins cinéphiles. sériephile, complètement. Mais voilà, cette année, ça va être un top 5. Moi j'aurais pas mal de mentions en Europe parce que moi j'avais de quoi faire un top 10, mais bon voilà. Moi j'avais des séries, Ouais. déjà j'en ai vu, Que j'ai t'as dû en moins, voir 10, que je t'as pense. moins aimé, ouais. Et celles que j'ai pas aimées, je voulais pas les mettre. Par exemple, tu vois, du Ahsoka, Ouais. j'allais pas mettre ça. Ah non, mais Ahsoka, moi ça rentre pas dans le top C'est 10. pour Hein. ça, j'avais que ça, donc ça aurait fait un top un peu Ouais. particulier avec. Après, il y a des séries ou des saisons de trucs assez connus qui sont très bien critiquées que j'ai pas eu le temps de voir. Bon, je peux citer la saison 4 de For All Mankind ou The Morning Show ou encore Slow Horses, la saison 3 de Slow Horses en tout cas, je veux dire. Tout ça, c'est des séries, c'est des séries Apple, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Pareil pour Succession, dont tu parleras peut-être, mais Moi, là, je parlais, j'avais pas du tout commencé cette année, donc j'ai pas eu le temps. La saison 2 de Bear, j'ai pas non plus eu le temps. J'ai commencé la saison 1. Polar Park, Sambre, c'est des séries françaises qu'on n'a pas eu le temps de voir tous les deux. Et une série d'animation, ça je sais pas, peut-être que t'en as toi. Mais il y a une série Non. d'animation sur Netflix qui paraît, moi en tout cas j'ai eu des retours positifs, Blue Eye Samurai, qui a été renouvelée pour une saison 2 d'ailleurs. Je sais pas du tout ce que ça vaut personnellement, mais voilà, tout ça c'est des séries qu'on n'a pas vues. Après mon top 1, je le mentionne quand même, c'était mon top 1 des attentes de l'an dernier. Il est pas dans mon top 10. Enfin, il était, de toute façon, il n'aurait pas été dans mon top 10. C'est la saison 2 de Fondation. Parce qu'elle est un peu moins riche, un peu moins bien structurée, je trouve, que la saison 1. Mais l'univers reste quand même très vaste, très riche. Et les questions intéressantes. Mais c'est juste, on se fait un poil plus chier. Et c'est un peu moins, disons, captivant au niveau de l'intrigue des personnages. Mais c'est intéressant quand même. Donc moi j'aurais pas mal de mentions honorables Vas-y, moi, pour combler le top. J'en ai deux. Pour combler le top, mais vas-y, commence hein, si tu veux. Du coup, moi j'ai. Donc, qui rentre pas dans le top, mais qui est une série excellente, c'est Jeux d'influence. Ouais, saison 2. C'est vrai que tu m'avais rappelé que. Tout début pour d'année, pour ouais. moi, dans ma tête, c'est 2021. Donc, 22, tu veux dire. Bah, le tournage, c'était en 2021. Hein. Donc pour moi, Ah ouais, c'est pour ouais. ça. C'est vrai que c'était une série 2022 dont À la... la base, ça devait sortir en 2022. En décembre, mais, je me souviens, parce et ça a qu'on été- avait dit ça a été- élection, ouais. tu sais, au final, ça a été reporté. Ça a été Donc, reporté, après, je sais ça a plus dû pourquoi, ouais. décaler. Donc une série, deuxième saison du coup, donc, mais qui peut se voir sans la première. Ouais, un peu. C'est Ouais. ça qui est assez fort. Et puis Enfin, c'est le même personnage quand même, mais... c'est le même personnage, ouais. Des comédiens exceptionnels qui interprètent parfaitement un scénario de Jean-Xavier de Lestrade. Qui est minutieux, Série politique. c'est une série politique, hein. Il attaque complètement des grosses firmes qui atteignent à la santé publique en fait, et c'est sur ça, et c'est hyper intéressant. Vraiment une série de très grande qualité et assez courte, qui peut vraiment se voir assez rapidement. C'est une mini-série, non? Il y a 6 épisodes, c'est ça? C'est ça, c'est 6 épisodes. Ouais. Ouais. C'est construit en 6 épisodes de 50 minutes, donc vraiment de très bonne qualité, donc une très bonne série à voir. Ouais. Ok. Et ensuite j'ai Ted Lasso. Saison 3? Saison 3 qui était sympathique, mais c'était vraiment une conclusion. Hein. Ouais, ils perdent un petit peu Ils perdent la le fil, dynamique. un ils petit perdent peu. l'humour, c'est vraiment en dessous du. Pareil, moi il est à peu près au même Déjà niveau la que- deuxième était en dessous aussi. Hein. Ah, moi je suis pas d'accord. Les saisons 1 et 2, au vu du top de cette année, auraient pu être dans mon top 5. Tu vois. Vraiment, Ok. j'avais trouvé ça, mais j'avais bouffé les saisons 1 et 2 à la suite, mais vraiment. Ouais, parce que ouais, mais Il y a, la 3, il y c'est avait un vrai qu'il y a- combo d'émotions, de social, un gentillesse C'est sociale et d'humour qui fonctionnait c'est super ça. Et bien. dans la 3, ils essayent de réutiliser tout ça. Et ça Mais marche en fait, moins bien, la ça 3. se répète et ça marche pas quoi. Ouais. Mais elle est quand même sympa après. Elle est bien, oui. Moi, Passe pour du te bon dire, temps, moi je l'ai mis 12ème cette année. Ok. Mais, Oui. mais bon, voilà, pour moi c'était pas top 10 quoi. Ouais. Bon, dans les mentions honorables, je peux citer quelques séries dans ce qu'ils appellent d'anthologie, je sais pas trop comment on traduirait ça en français, mais tu sais, c'est des séries où, genre Black Mirror, où les épisodes sont. Ah oui, pardon. Voilà. Ouais, oui. Dans le style Black Mirror, mais plutôt côté réchauffement climatique, t'as la série Extrapolation, Extrapolation, Ok, je connaissais pas du tout. avec gros casting, mais en fait les personnages reviennent pas forcément, donc pareil, c'est pas hyper facile de s'identifier ou de rester captivé, mais les thématiques sont intéressantes et surtout c'est une projection dans le futur hypothétique. Et c'est intéressant de voir ce que propose le scénariste, quoi. Et bon, voilà, ça vaut le coup d'œil. Pareil, je l'ai pas fini puisqu'elle est en train d'être diffusée, mais dans les séries d'anthologie, il y a Mouatif. Et honnêtement,
Marvel, voilà, si vous êtes toujours fan, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai commencé un peu à décrocher. Et les séries What If, honnêtement, l'animation est top. Et ces sortes de petits courts-métrages de 25-30 minutes où on t'emmène dans une intrigue avec un personnage qui, du coup, t'as pas besoin de réexpliquer qui est le personnage, tu connais déjà, mais juste c'est différent. Ça t'amène quelque chose de cool et je trouve que c'est parfait comme adaptation de comics en fait. Et donc, C'est intéressant ça de voir qu'est-ce qui aurait pu se passer si justement voilà. il y a eu. Donc, bon, moi je te le fais vite fait, mon top 10 à 6. Pareil, c'est un peu une série d'anthologie, c'est Star Wars Vision, volume 2. Ok. Pour le coup, j'aurais jamais mis le volume 1 en top 1, en top 10 parce que là, c'était de l'animé en top 1, c'était 10 studios japonais qui avaient le choix de faire ce qu'ils voulaient, carte blanche, c'était pas du tout dans l'univers Star Wars, le canon quoi. Et vraiment, c'était visuel, il y avait de beaux visuels. Il y avait de beaux visuels, mais j'étais très mitigé. T'avais des épisodes que j'avais adoré, d'autres je m'étais fait chier, etc. Là, aucun. Ils sont tous soit bons, soit top, excellents. C'est l'animation japonaise aussi? Non, c'est mondial. Il y a un seul animé, un américain, un français, un sudaf, un... Je me souviens plus des 10, pardon, je l'ai vu en mai. Mais donc, intéressant du coup. et c'est vraiment de l'animation différente. Il y en a un indien qui est dans le style d'animation, c'est le plus classique on va dire côté Star Wars parce que ça ressemble un peu à Clone Wars, mais par contre ça met un peu des éléments culturels aussi de chaque pays. L'indien tu retrouves vraiment le côté Inde, le français tu retrouves le côté collabo durant les guerres mondiales, c'est hyper intéressant et l'animation est dingue. Donc non, évidemment c'est pas une série où on est captivé comme dans les séries, enfin c'est pas le format sériel quoi, où on suit des personnages au fur et à mesure des saisons. Mais honnêtement, chaque court-métrage vaut le détour, quoi. Donc ça, c'est top. J'ai La Diplomate saison 1 de Netflix, qui est un nouveau genre un peu politique, où c'est très light, c'est pas du tout du Borgen, où c'est très réaliste, etc. Là, on est sur une diplomate qui se la joue, voilà, un peu Netflix, quoi. Les discussions et tout, c'est pas très très réaliste. Mais par contre, l'intrigue est bien construite. Moi, juste la fin m'a déçu, donc je la mets pas en top. Saison 1 de française Canal+, qui s'appelle 66.5 avec... oui, on a l'avocate... comment elle s'appelle merde. Et voilà, c'est pas préparé suffisamment. Le top, elle joue l'avocate donc à Bobigny. Et pareil, dans les séries judiciaires, d'ailleurs, celle qui a écrit la série, c'est une des scénaristes d'Engrenage. On est un peu dans cette continuité-là, et ça marche vraiment bien, honnêtement. Alice Isaac, ça m'est revenu. Voilà. Donc ça marche bien. En top 7, j'ai une série dont on parlera tout à l'heure, je pense, The Undeclared War, saison 1. Non, je l'ai plus la mentionner. Tu l'as pas mise? C'est toi qui me l'as conseillé. C'est vrai que je l'ai conseillé, j'avais complètement zappé que j'avais regardé celle-là. Mais c'est bien 2023? Oui, c'est bien. Ah ouais, bah alors c'est 2022 en Angleterre, c'est une série de Channel 4. Mais j'ai vérifié, sortie en 2023 sur Canal. Sur Canal 2023, ok, c'est pour ça, j'avais en tête que oui, alors, beaucoup plus vieux. Après, comment c'est vrai que c'est une très très bonne série. Hein. Ah oui, mais la saison 1 est top. Hein. Moi, le petit bémol, c'est le côté oui, bon, métaphorisé. Du coup, on en discute même plus que si c'était une mention honorable. Oui. Hein, voilà, tant pis. Le côté métaphoriser la mise en scène du hacking. Ouais. Ce qui est intéressant, mais pour moi... C'est audacieux, en vrai c'est audacieux et j'ai envie d'applaudir, mais c'est vrai que tu perds le rythme. On perd le rythme, ça décroche un peu quoi, du côté sérieux, mais c'est tout aussi intéressant. Et puis après, mais l'intrigue de hacking est géniale. Géopolitico d'espionnage est top. Top. L'actrice, moi pour moi l'actrice principale est hyper convaincante. Toi je sais que t'as un peu de... Alors moi j'ai trouvé que les scènes de famille étaient... pas convaincante, mais c'est pas que l'actrice elle-même. Non, on sent qu'ils ont pas voulu. Et je l'ai quand même mis dans le top, hein, voilà. C'est clair. Mais moi les scènes de famille, c'est pas que la faute à l'actrice principale, mais j'ai trouvé que les scènes étaient. On sent qu'elles sont moins bien écrites ou alors. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas hyper. Je sais pas, ça perd le rythme un peu comme. Ils sont rapides, et puis en plus ils sont hyper rapides, c'est de la confrontation. Et puis ça aboutit pas à grand chose. Je suis désolé, dans l'intrigue ça sert pas à grand chose. C'est vrai, non c'est clair. Bon, mais sinon l'intrigue politico-espionnage elle est top. Sur la manipulation des médias, enfin tout ça. Sur l'image, moi ça m'a fait penser à une série que j'avais mis dans mes précédents tops là, de Capture. C'est aussi une série, mini-série britannique comme ça. Ils te pondent des trucs des fois vraiment top en mini-série, les British. C'est que c'est une très belle série. Et en sixième, alors là c'est pour ça que c'est un peu compliqué, que j'en parle un peu plus, c'est un peu compliqué de ne pas la mettre dans le top 5. C'est vraiment la série Feel Good par nature, un peu à la tête de la saison 1. C'est la saison 1 de Shrinking, avec Jason Segel, Harrison Ford et, désolé, la troisième... Aïe, je me souviens plus de l'actrice. Alors là ça marche très bien, c'est des psys, en tout cas Jason Segel c'est un psy qui lui-même fait en pleine dépression au début de la série, donc déjà ça commence bien, et qui pète un peu un câble et qui décide de révéler à ses patients ce qu'il pense vraiment d'eux, quoi. Au lieu de les emmener dans la bonne direction, il y va cash quoi,
Et il se trouve que sur un patient, au début, ça marche. Enfin, en tout cas, il a des progrès. Et du coup, il se dit, ok, moi, je vais faire ça. Et Harrison Ford, c'est son patron, le collègue psy. Et il y a une intrigue à la fois familiale, une intrigue psy, et c'est vraiment des épisodes très courts de 25 minutes où que vous pouvez regarder. Voilà, c'est pas une série qui se binge-watch, elle peut se binge-watcher, je pense. Mais honnêtement, à chaque fois, vous ressortez de l'épisode avec pas forcément une nouvelle thématique, mais un aspect social intéressant et toujours un aspect feel good. Vous en ressortez en ayant ri et avec la banane, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. Alors qu'il y a des moments très tristes. Ouais. Et c'est un mélange de tout ça qui fonctionne très bien. Ok. Donc voilà. Cool. Tu veux que j'enchaîne ou tu vas Vas-y, fais ton top 5. Hein. Ok, top 5. Alors, top 5, c'est une série Canal+. Mais là, c'est une série, vraiment une série de flics. Et c'est une série française qui reproduit un peu les codes de série de flics à l'américaine. Et je trouve qu'il le fait très très bien, ça s'appelle BRI. Ok, ouais. C'est pareil, c'est une mini-série, il y a 6 ou 8 épisodes, je sais plus. Mais alors en termes de... moins de suspense, mais plus, je dirais, d'intensité, on est dans le truc. Et l'intrigue est intelligente. C'est pas juste, il faut capturer le gars, on le capture. L'intrigue est bien construite. C'est filmé dans du Paris. Enfin, vraiment, tu t'y crois. Le tournage est top. Les acteurs se sont bien préparés aussi, il faut dire. Et oui, je sais pas, dans ce style-là, on un peu importer l'intensité des séries policières américaines au cinéma français, mais avec un peu plus de réalisme et de, disons, de profondeur scénaristique. Ouais. C'est pas non plus, tu vois, un truc qui s'attaque. Les flics, ils interviennent, quoi. C'est pas non plus un truc hyper profond. Mais je trouve que ça réussit absolument tous les points qu'elle cherchait à faire, quoi. Les personnages sont bien développés. Voilà, et du coup, en plus, pour le coup, à part une ou deux actrices, l'ensemble du casting, je les connaissais pas. Okay. Et c'est des jeunes acteurs qui sont prometteurs, quoi. Ça, c'est cool. Et c'est cool. Bah, du coup, là, en ce moment, aujourd'hui, où il y a le film Vermine qui sort, et l'un des acteurs principaux joue un gars des stupes qui rentre dans la BRI et qui a toute une histoire, un passé. Déjà, il me semble, dans la série sur peut-être NTM, non, ou un truc comme ça. Peut-être, j'ai pas vu. C'est possible. Non, mais je dis pas que c'est des nouveaux acteurs. Je dis qu'en tout cas, mais... la plupart, je les connaissais pas et qu'ils jouent bien, quoi. Donc voilà. Moi, en 5ème position, j'ai Esther Nonoté, justement. On y revient encore. Marco Bellocchio, ouais. Marco Bellocchio, c'est une série extrêmement bien construite, minutieuse, qui prend pas position, ça c'est assez fort. Parce que c'est ça, c'est l'enlèvement bis en quelque sorte, hein, vraiment. Avec peut-être moins de pathos, il va pas du tout là-dedans. Il y en a pas tellement dans l'enlèvement. C'est vrai qu'il n'y en a pas tellement, mais bon, on a un point de vue, on est du côté... Oui. Là, c'est assez intéressant, justement, il va pas juste prendre le fait politique, il va justement aller chercher tous les points de vue. On va du point de vue du pape. Ça se prête plus à la série aussi, de multiplier les points de vue. On va du Premier ministre jusqu'au pape, jusqu'aux factions communistes dissidentes. C'est assez impressionnant comme série, puisqu'il est raconté... C'est quoi, c'est 6 ou 8 épisodes non, beaucoup. C'est 6, je crois, c'est 6. Ouais, mini-série. Ouais, mini-série, des épisodes. On a beaucoup de mini-séries cette année. Ouais. C'est pas mal, hein, moi je trouve ça intéressant comme format de traiter une histoire juste en une saison. Tu développes plus une intrigue de film en fait, et tu rentres pas forcément dans le format sériel à 22 épisodes. Après, le reste, pour le coup, non, j'ai que des. Ah ouais, non, parce que moi j'ai encore des mini-séries. Ah ouais, non, j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai une, mais est-ce qu'on peut qualifier, on verra. Bon, bref, on verra. Voilà, donc Esther Nonoté qui est assez génial. Ouais. Marco Bellocchio qui aura marqué nos top films et séries cette année. C'est une grosse année. Si vous l'avez pas vu, je vous spoil pas notre top film, mais disons que son film L'Enlèvement est présent dans le top. Complètement. Top 4, du coup c'est une saison 4, hein. C'était une coïncidence, mais ça tombe bien. Les saisons 1 et 2 auraient pu être top 1 honnêtement dans ce classement, mais ça baisse un poil. Mais voilà, c'est la saison 4 de Sex Education. Je sais pas si t'as regardé. Ok, non, j'ai pas du tout regardé pas vu le début. Ok. Bon alors, je vais pas rentrer dans le qu'est-ce que c'est que l'histoire, mais c'est complètement décalé, voilà, mais ça marche très très bien, c'est très léger. Il y a l'aspect léger et en même temps l'aspect éducatif, didactique, tout fonctionne bien, c'est pas trop lourd, ni les blagues ni l'aspect didactique, là je parle de la série en général. Le seul point qui me dérange un peu dans la saison 4, c'est que c'est une moins bonne conclusion que la saison 3. Et c'est quand même assez con pour une dernière série, quoi, pour une dernière saison. La saison 3 concluait, mais parfaitement, vu que la série, voilà, c'est des élèves au lycée. Et se concentrer sur la période lycée, quoi. Voilà, c'est des élèves au lycée, le lycée est terminé, point barre, la série est terminée. Et en plus, ils avaient fait en sorte, vu qu'ils ne pouvaient pas savoir que Netflix allait renouveler la série, que les intrigues des personnages se terminaient aussi. Je vois. Et là, du coup, on recommence un peu comme si la série allait continuer, avec de nouveaux personnages qui arrivent, puisqu'on commence la fac, le collège aux États-Unis et en Angleterre.
Et il y a de nouveaux personnages, et il y a de nouvelles intrigues, et au final, la fin, du coup, ils sont obligés de reconclure un peu, quoi. Donc moi, je trouve qu'en termes de structure d'une conclusion, on redémarre, on recommence une pente pour finalement conclure tout ça. Ça manque un peu de la construction lente et tout qu'avaient les 3 premières saisons, qui étaient très très bien structurées. Mais sinon, la série garde les mêmes gros points forts, garde les points forts que les précédentes saisons, je vais y arriver, oula. Mais le casting est top, Emma Mackey, Asa Butterfield, je crois qu'il s'appelle. Le gars qui joue dans la stratégie Ender quand il était gamin. Il joue bien, il joue top. Nchuti, c'est aussi celui qui est dans Barbie, l'acteur. C'est le trio principal de saison 1, il est toujours présent. Non, l'ensemble fonctionne très très bien. Les nouveaux personnages, évidemment, sont un peu moins intéressants, mais c'est sur une saison, donc c'est compliqué de s'attacher à des personnages qui arrivent. C'est le problème d'une conclusion, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Mais sinon, l'ensemble de l'univers fonctionne bien, et la conclusion est quand même bonne. C'est juste que c'est une deuxième conclusion, moi je trouve. Mais sinon, honnêtement, là j'ai l'impression de l'avoir plus critiqué qu'autre chose. Mais c'est les mêmes points forts que les 3 premières saisons, quoi. Ça marche très très bien. Mais ça dit tout le bien que tu penses aussi des premières saisons. Mais je t'ai dit, saison 1 et 2, celle-là, t'as des petits retours, c'est-à-dire que la 3 est excellente. Et la 3, j'avais déjà des petits bémols par rapport à la 1 et la 2, mais elle concluait bien. C'est juste que c'était un peu moins, si tu veux, un peu moins comique, t'avais des sujets un peu plus lourds, et donc je trouvais le dosage entre comique, sujets sociaux, émotions et relations des personnages était un peu plus déséquilibré, tu vois. Alors que saison 1 et 2, c'est équilibré, tu bouffes ça en 2 minutes, quoi. Ça marche très très bien. Netflix sont bons pour les séries à binge-watcher. Moi, du coup, comme j'ai dit à Raph, j'ai eu du mal à mettre 10 séries parce que j'en ai pas vu 10, et du coup, ça supposait d'en mettre que j'avais pas aimé. J'ai ex-aequo en 4ème position, donc 2 séries d'animation. Tu m'y as fait penser tout à l'heure, quand tu as 10 séries d'animation. Genre, je sais que j'en avais pas, alors que j'en avais très clairement 2 même. Ok. Il y en a une qui est arrivée après que tu m'as fait penser. Il y a d'abord Solar Opposite, qui est une série Disney, qui est sur Hulu à la base, et qui est chez nous et distribuée par Disney. C'est l'histoire d'extraterrestres qui débarquent sur la planète Terre parce que leur planète a explosé. Quelque chose d'hyper classique, et qui essaye en gros pas de terraformer, mais de reformer la planète pour y réimplanter pour eux. Et en fait, ils commencent à vivre comme les humains, et leur vaisseau s'est écrasé sur une maison. C'est une critique de la société humaine. C'est ça, et puis c'est géant, quoi. Enfin, l'animation est géniale, les blagues sont super. Ça me dit rien. C'est génial, faut que tu regardes, c'est excellent. Il y a 4 saisons, la quatrième est excellente. Enfin, il y a pas une saison qui est en dessous de l'autre. Et ça se mange, c'est un peu du Rick et Morty. Je vois. C'est un peu ce style-là d'animation et d'humour. Et c'est génial, quoi. Ça se dévore. Un peu plus enfantin. Et en plus, il y a une double histoire. C'est-à-dire on les suit eux. C'est un peu plus adulte, ouais. C'est vrai qu'il y a un peu. Mais pas mal de blagues pour adultes, ouais. Et on les suit eux. Et en même temps, en parallèle, du coup, une des filles une des enfants du coup, de cette famille extraterrestre a un pistolet où elle réduit les gens en miniature. Downsizing. Ouais, un peu ça, downsizing. Et en fait, tous les gens qu'elle aime pas, elle les réduit. Et en fait, depuis la saison 1, elle en réduit beaucoup. Il y a toute une société. Et en fait, elle a tout un mur dans sa chambre où elle le fout tout le monde. Et dans cette saison 4, depuis les premières saisons, on suit du coup les aventures toute une vie dans ce mur. Et là, dans cette 4ème saison, il y a une guerre de religion là, dans le mur. Plus intéressant que downsizing, quoi. Et complètement. Et même des fois, cette histoire du mur est plus intéressante que l'histoire principale avec les extraterrestres. Ah ouais, dommage. C'est hyper fort. Oui, mais du coup, ce qui est hyper fort, des fois on a un épisode sans le truc, l'épisode suivant est que sur le mur. Ah ouais, ça varie. Et c'est géant, il y a vraiment des relations, on suit une guerre de religion à travers ce mur, de personnages tout petits, c'est extraordinaire. Et la deuxième, c'est Big Mouth. Du coup, la série un peu sexuelle pour les jeunes ados qui apprend la vie. Un peu comme c'est un Sex Education version animation, écrit par Jordan Peele, pas mal de gens, qui est assez excellente. Et on suit justement le quotidien de jeunes avant le lycée. Justement, eux, c'est vraiment la période avant le lycée. Et là, dans cette saison-là, ils vont aller au lycée. Et c'est pareil, c'est truffé de blagues un peu adultes, mais ça peut se rater pour les ados, pré-ados. C'est assez intelligent de la façon dont c'est traité, dont ça apprend aussi la vie sexuelle aux jeunes. C'est assez bien fait. Ouais, c'est bien fait. Pas mal. En fait, chaque ado a un monstre, en gros, avec lui qui le guide en gros dans sa sexualité, c'est assez marrant. Ok. Ben alors moi en top 3, j'ai une série que t'attendais beaucoup, puisque t'as lu le bouquin, c'est Silo. Oui. Je sais pas si tu l'as mise. Je l'ai pas mise parce que j'ai beaucoup de retours. Parce que toi t'as lu le bouquin, donc il a pas la même J'ai bien aimé la série, mais c'est vrai que j'avais l'impression
de décrocher à certains moments, parce que le livre est tellement prenant que j'avais ce manque-là dans c'est vraiment la comparaison des deux qui te gêne. Ouais, c'est plus ça, ouais. Ouais, moi j'ai pas du tout ressenti ça. Je trouvais que le monde était vachement. Alors évidemment, il y a des gros points positifs de la série qui sont des points positifs du bouquin, mais pour moi ça rentre dans des points positifs. Après, l'adaptation est géniale, hein, vraiment. C'est le monde, je me le représentais comme ça, c'est bien fait. Métaphorique des classes sociales de haut en bas. Complètement, mais je trouve qu'il est mieux présent dans le livre. Bah ouais, mais visuellement ça marche bien. Ouais. L'univers est très très bien construit, les décors sont ouf. Les décors sont fabuleux. Hein. Le casting est très très bon. Rebecca Ferguson, qu'on aurait dû voir dans 2 trucs de science-fiction aujourd'hui cette année avec Dune, hein, mais bon, merci Warner. mais ouais, non, là elle joue encore une fois un rôle différent et très bien interprété. David Oyelowo au premier épisode, mais ça, avec sa femme, et au début tu te dis ok, là c'est le personnage principal, sur que dalle. Ça c'est le gros la twist. série mêle très très bien les questions, et à chaque fois tu te poses des questions dans les différents épisodes. Progressivement certaines sont répondues, d'autres apparaissent, et la série, comme dans toute bonne série de suspense à questions comme ça, ne répond pas à tout et t'en ouvre d'autres en fin de saison. Alors moi je suis un peu perplexe sur qu'est-ce qu'ils vont faire en saison 2, mais donc bon, on verra. Mais en tout cas la saison... Ils vont forcément dépasser le livre, ou alors, j'ai pas lu, il y a eu aussi une prélogie, oui il y a eu un préquel au livre. Oui, mais je pense pas qu'ils vont... Je pense qu'ils vont dépasser... Je sais pas. Je vois pas comment en 10 épisodes. Après j'avais dit ça pour la saison 1, mais... à voir. En tout cas moi je la trouve sans faute la série, et je peux vous dire que mon podium, mon top 3, 1 à 3, c'est vraiment... Je n'ai aucun point négatif à donner à ces 3 séries, c'est juste des genres différents qu'après j'ai choisi de classer, mais ouais, la série, elle dure pas que 2-3 épisodes, c'est pas une mini-série, elle te maintient en suspense, en vie, en intérêt, en émotion même. T'as une scène très forte dans le réacteur là, t'as des plans très très beaux, mais juste, c'est aussi l'aspect juste métaphorique et symbolique. Bon, je rentrerai pas dedans, on en a fait une critique très longue qui détaille différents points, mais CF, Insta ou le site, mais voilà, mais non, mais en vrai... il y a plein de points intéressants à analyser, et au-delà de l'aspect juste suspense et intrigue entre les personnages, ça fait réfléchir le spectateur sur la société, sur des questions politiques, même de religion, sur tout un tas de questions qui sont vraiment à la fois intrigantes, intéressantes et palpitantes. Donc la saison 1 pour moi était top. Non, complètement. C'est aussi politique, et aussi sur la sécurité, comment aussi protéger tout un peuple au sein d'un même endroit. Par le mensonge, il y a tout un truc. Est-ce que tu es obligé de mentir à ta population, c'est très intéressant là-dessus. Enfin, dans le livre, en tout cas, c'est hyper intéressant là-dessus. Tu te poses plein de questions. C'est fort là-dessus. Et puis surtout le mystère qui plane pendant toute la saison. Hein. Qui plane pendant tout le livre d'ailleurs. Oui, mais c'est un truc à énigme, un mystère. C'est sûr que ça, pour moi, c'est la meilleure série de ce point de vue-là de l'année, sans problème. C'est une série qui te fait réfléchir. C'est aussi la série qui m'a fait le plus réfléchir. Là, je l'ai mise qu'en 3ème, mais si c'était ça le facteur principal, elle serait top 1, autant vous dire. Voilà. Parce que mes top 2 et 1, c'est pas des séries qui m'ont fait autant réfléchir. Mais voilà. Moi, en 3ème position, parce qu'on est dans le top 3, hein, oui, yes. j'ai D'argent et de sang. Du coup, la série de... Ah oui, de... L'arnaque à la taxe carbone. Giannoli, là de Xavier Giannoli, qui se mange super vite. Donc là, c'est la partie 1, il y a une partie 2 qui va sortir en avril, ou en mars, je crois, en février peut-être. Oui, bon, ouais, en janvier, en 2024. Et c'est vraiment, les épisodes se mangent super vite, c'est extrêmement bien réalisé. C'est une histoire qui a pourtant déjà été adaptée plusieurs fois. Il y a eu Carbone d'Olivier Marchal, mais là on suit d'autres arnaqueurs à la taxe carbone, et c'est bien fait, quoi. C'est complexe. C'est réaliste et tout, c'est con. C'est réaliste, et puis c'est quand même une enquête super complexe, c'est une arnaque hyper complexe. Combien d'épisodes ? Il y a 5 épisodes. Ah ouais ? Dans la partie 1 et 5 dans la partie 2. C'est des épisodes genre d'1 heure ? Non, moins 50 minutes. Mais quand ils ont fait une saison, en soi c'est une saison de 10 épisodes, mais ils l'ont divisé en 2. Oui, mais c'est assez dense. Pour créer la hype, je sais pas. Ouais. Mais c'est assez dense, ouais, il y a pas mal de trucs. Hein. Mais après, à voir quand la saison 2 va se faire, parce qu'il y a déjà beaucoup de trucs dans la 1. Mais c'est hyper intéressant, et puis ça explique de manière hyper simple comment ça s'est formé, par quel procédé, tout le marché de la taxe carbone qui s'est créé. C'est une bonne critique aussi du système monétaire et capitaliste dans son ensemble, quoi. Bah, oui, tout à fait. Très bien réalisé aussi, un côté très cinématographique. Bah, après, il est cinéma aussi, lui. C'est ça, il est très cinéma, et c'est vrai que de toute façon, depuis quelques années, la série devient du cinéma, hein, en termes de moyens mis en place. Il y a toujours des séries qui sont très format sériel télé. Oui, mais elles marchent moins bien, ou alors elles sont pour des formats différents. Ça disparaît un peu, ouais. C'est des formats différents, ouais.
Mon top 2, du coup, c'est une série plus enfantine qui est rarement mise en avant, et c'est pour ça que je voulais la mettre en avant. C'est une série Star Wars, The Bad Batch saison 2. Ah oui, la série d'animation. Et personne n'en parle dans les séries de qualité Star Wars. Tout le monde parlait à juste titre d'Andor, malheureusement, à mon avis, pas à juste titre, forcément de Mandalorian ou de certains autres trucs, mais The Bad Batch, certes, c'est une série un peu plus enfantine, mais c'est pas aussi enfantin que la première saison de Rebels ou de Clone Wars, ou voilà. Mais ça construit, c'est le même, c'est Filoni et son équipe, c'est toujours la même équipe qui font ça, et du coup c'est pareil, c'est structuré pareil, la saison 1 est un peu plus enfantine, et on augmente en maturité progressivement. Un peu comme Rebels. Mais c'est le même fonctionnement. C'est un peu ça, très enfantin au début. Sauf que ça commence moins enfantin, vu que c'est déjà après Clone Wars. Oui, c'est déjà... Donc déjà c'est un peu plus mature, un peu plus sombre. Déjà les questions sont un peu plus intéressantes. Des questions de politique, des questions de sécurité, mais c'est sous-jacent, et c'est vraiment une série à 22 épisodes, même format, donc c'est... Ah oui, c'est assez lourd quand même. Mais honnêtement, c'est du sans faute. Il y en a qui vont te dire, oui, il y a peut-être des épisodes filler, sur 44 épisodes de 2 saisons, tu dois avoir un épisode filler, où tous les autres épisodes, à chaque fois il y a une thématique, quelque chose qui enrichit les personnages, et c'est vraiment ce genre de série où tu as une équipe de 3, 4, 5 personnes, et la construction de cette équipe, les relations entre les personnages. C'est efficace quoi. Et ça marche vachement bien. Et vu que c'est une série où ils ont prévu que 3 saisons, ils ont pas prévu d'en faire des tonnes, ça avance dans l'histoire. Ouais, ça avance dans l'histoire. C'est bien construit, ils savent où ils veulent aller. Et t'as des éléments dans Star Wars qui sont vachement intéressants. T'as déjà du Tarkin, de l'étoile de la mort, etc. Où t'as des questionnements. T'as des questionnements sur l'identité clone. T'as un épisode ultra difficile, ultra moral, sur un des clones qui du coup on est dans la saison 2, donc qui est passé du côté impérial, qui se pose tellement de questions, et enfin l'épisode il est tout seul dans la neige avec d'autres soldats impériaux où il se rend compte en fait de l'idéologie impériale, et donc si vous transposez ça dans le monde actuel, ça peut être transposé à plein d'autres choses. La série est très riche, et elle est sur un niveau enfantin, lisible pour un niveau enfantin, et très riche en dessous, et moi je veux dire c'est parfait pour une série enfantine qui va plaire à des enfants, et si jamais ils la revisitent après, ils vont redécouvrir des choses plus profondes. Donc pour moi c'est un sans faute cette série. Certes c'est de l'enfantin, c'est pas aussi profond du coup à première lecture que Silo, évidemment, mais c'est autre chose. En termes de série enfantine à 22 épisodes, je trouve que c'est galère de faire 22 épisodes qui soient pas chiants. T'en as pas un seul qui soit chiant. Oui, ou alors qu'il n'y ait pas des épisodes qui soient bateaux, ouais, voilà. Des trucs déjà vus. Et ils se renouvellent et tout, non vraiment, et l'animation est top en plus. Mais bon, ça c'est là quasiment la même que dans Clone Wars saison 7, donc je vais pas y revenir, mais... Donc voilà, c'est une série qui est pas trop mentionnée. Certes, c'est du Star Wars, je sais, c'est un peu mon truc, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Non, c'est cool de mentionner ça. C'est du top. Aussi, hein. Du coup, là, on est encore au top 2. Top 2, ouais. Hop. Moi, en deuxième position, j'ai The Bear. Ouais, mais j'ai pas vu la saison... J'ai commencé saison 1, je suis à la bourre. Je continue toujours sur ce... Je dirais même qu'elle est mieux. Ah ouais? Parce qu'elle est plus posée. La une est frénétique quand même, ça s'arrête pas. Ça avance, ouais, ça... Oui, mais les autres donnent de partout, c'est bruyant quand même, ce qui marche, hein, c'est l'ambiance, quoi. Ça. Là, vraiment, le but, vraiment, ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a le premier épisode, ils sont en train de construire le restaurant, leur nouveau restaurant. Fin de saison, ils y sont. Tout est construit, il faut... Donc il y a vraiment cette étape qui est faite. Et entre les deux, il y a vraiment tous ces personnages qu'on va aller chercher, qui dans la saison 1 étaient vraiment en arrière-plan. Il y a tout un épisode où on va se concentrer sur un personnage qui part à Amsterdam pour prendre les cours de pâtisserie. Vraiment... C'est pas gênant ça de prendre du recul sur l'intrigue principale? Non, parce que ça met on se pose. Ah ouais, c'est une série qui envoie tellement, qui est à droite à gauche, qui est filmée aussi de manière hyper frénétique, caméra épaule, et qui recèle d'énormément d'idées un peu de chef, plans, hein. Le film de chef. Oui, c'est ça. Et c'est géant. Et là, ça permet de se poser, avoir un épisode 3 qui arrive, qui est pareil, insupportable. Tu finis l'épisode, en fait, c'est une série qui se regarde vraiment épisode par épisode, je trouve. La saison 1, tu peux la dévorer. La saison 2, c'est vraiment, tu prends un épisode. Point. Ils sont plus longs aussi, non? Ils sont un poil plus longs, peut-être, ouais. Ouais, parce que j'ai remarqué, déjà dans la saison 1... Il y a un casting d'invités, il y a des guests assez impressionnants. Hein, déjà, j'ai remarqué dans la saison 1, ça s'allonge. Ouais, complètement. Au début, c'est des épisodes un peu comme Shrinking, genre 20 minutes et tout. Là, il y a certains épisodes qui sont un peu plus longs. Et puis après, ça s'allonge, ouais. C'est plus dans la demi-heure. Ils changent un peu même de format, quoi, en fait. C'est ça. Mais ils voient que ils ont vu que ça allait marcher aussi. Mais c'est chaud, le changement de format. C'est pas facile. Mais on reste sur des trucs courts, hein. C'est pas plus d'une demi-heure. Hein. Ah ouais, ok. Je crois que c'est pas plus d'une demi-heure. 35 minutes max, quoi, un truc comme ça. Ok. Et ouais, il y a vraiment l'épisode 3, je crois, où il se repas de famille à Noël, qui est un film en soi à lui tout seul. Une sorte de cocotte minute prêt à exploser.
Ouais, c'est assez courant, ça, les séries où ils font un truc sur Noël. C'est assez fort. C'est très très bien écrit, et puis très bien filmé, comme d'habitude. Et non, vraiment une belle saison. Après, il y a toujours toujours des bémols, hein, comme dans toutes les séries, ce côté réussite américaine. Tu sais, ce discours-là, success story, chaque seconde compte, ils le remettent en avant, il faut donner le meilleur de toi-même, il faut être en bas de l'échelle pour arriver tout en haut. Bon, c'est le côté américain. Il y a une scène où il dit il faut que tu laves des fourchettes et tu vas laver des fourchettes jusqu'à ce que tu comprennes en fait que t'es rien et que pour arriver là-haut tu dois laver des fourchettes. Des trucs quand même comme ça. Un peu lourd ça. Ouais, c'est un peu lourd quoi. Mais ça fonctionne parce que c'est le thème du truc. Ouais, ok. Voilà, donc c'est pas mal. C'est quand même une très très belle saison. Qui donne envie évidemment d'avoir une troisième. Ça, mais la troisième elle arrive, non? La troisième arrive en plus. Et ils s'arrêtent à 3, non? Je sais pas, après c'est vrai qu'il faut pas tirer. Je pense que 3 ça sera bien. Ce genre de truc très frénétique, ça serait bien de conclure quoi. Il faut conclure, mais ça va être compliqué de conclure parce qu'ils sont partis quand même dès la saison 1 avec un personnage, une sorte d'antagoniste un peu. Il y a vraiment quand même une sorte de malédiction sur eux. Hein. Donc on se dit, est-ce que la saison 3, la malédiction va se casser, ils vont finir... Tu peux conclure sur une malédiction en vrai. Bon, bah, oui, mais après il y a quand même un côté feel good dans la série. Oui. Qui peut présager que... Je sais pas comment ils vont conclure. Ça pourrait bien finir quand même quoi. Mais dans tous les cas, là, c'est une très très bonne saison, une très bonne série quoi. Ah là, faut que je rattrape le retard. Ok. Mais mon top 1, alors encore une fois, mon podium pourrait être un top 1 en fonction des différents genres. Là, c'est vraiment une série purement militaire. Et pourquoi c'est top 1? C'est parce que c'est une série française et ça n'existe pas les séries françaises militaires. Alors il y avait eu Sentinelle il y a 2 ans. Avec un petit cœur. Hein? Avec un petit cœur. Cœur noir, ouais. Cœur noir le titre, ouais. Il y avait eu une série qui s'appelait Sentinelle qui était sur les déploiements des troupes au Mali. Elle est très mauvaise, là, non? Ah non, elle était bien, tu vois. Elle était bien, mais c'était très posé. Je le film Sentinelle. Ah oui, non, ça c'est haché. C'est une bouse sans nom. Non, c'était très posé et tout. Là, c'est tout l'inverse. On est dans la série militaire d'intensité à l'américaine, hein, genre le SEAL Team si vous voulez, mais encore une fois un peu comme Berry, avec encore plus de réalisme. Et encore plus peut-être de complexité dans le scénario, ce qui est quand même pas le cas si on regarde des SEAL Team. Oui, c'est très réaliste, quoi. Mais bon, il faut choper le mec quoi. Là c'est pareil, on est dans la même chose que dans The Bad Batch, un scénario d'équipe où il y a des relations entre les personnages. D'ailleurs, il y a des actrices communes entre Cœur Noir et Berry. Nina Meurice, elle joue dans les deux, elle joue d'ailleurs dans 2 ou 3 films que j'ai vu cette année. Enfin vraiment, elle a une année de top. Et là, elle joue une snipeuse. Vraiment méconnaissable, hein. Tu la reconnais physiquement, mais je veux dire dans le jeu, dans le rôle quoi. Le personnage qu'elle a, jamais comme ça, des personnages comme ça. Et alors qu'elle joue une grosse gangster dans Berry, enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Et ouais, non, l'intrigue est top, ça renseigne évidemment sur c'est tout un milieu, hein, l'armée française, etc. C'est rarement filmé quand même, surtout en série. Et l'intensité, encore une fois, on est dans un truc que tu vois en termes de mise en scène que à l'américaine, ça demande un gros budget. Bon là évidemment c'est produit hein, par Amazon, ça aide, mais tu t'y crois, les reconstitutions syriennes qui ont été faites au Maroc sont vraiment top, et l'intensité quand tu es dans l'émission avec les militaires, parce que c'est quand même le principal truc, je veux dire, vous avez le cœur battant pendant 6 épisodes non-stop quoi. Et évidemment la fin, c'est une série qui se conclut pas hein, sur une saison, la saison 2 est en train d'être tournée, la fin demande à voir donne envie, se finit sur un cliffhanger. Mais moi je conseillerais même peut-être d'en faire une mini-série, je sais pas, mais en tout cas un truc comme ça clos, même sans suite, faut voir s'ils arrivent à maintenir l'intensité, mais un truc clos comme ça que tu regardes en 2 jours, tu vois, en 2 fois 3 épisodes peut-être. Waouh, mais tu te prends à chaque fois ces 2 films ultra intenses, c'est du Jason Bourne français militaire, tu vois. Et c'est quand même sur un milieu encore plus secret que l'armée française, c'est sur le 13e RDP et le 1er RPIMA, donc les forces spéciales de l'armée de terre. C'est quand même un milieu assez spécial, et tu vois comment ils travaillent avec la DRM, avec les Kurdes, il y a les Kurdes hein, dans la série, okay, il y a tout un tas de trucs. C'est complexe quoi. Tu vois les SEAL américains, à un moment ils opèrent avec les deux, et c'est assez subtil dans son traitement, c'est pas les gros... C'est pas bourrin quoi. C'est bourrin dans l'intensité quoi, oui, mais c'est pas bourrin il respecte quand même un cadre... Ah mais il y a un cadre juridique et tout, ouais. Non, puis t'as des scènes de combat de nuit qui sont vachement bien filmées. Donc encore une fois, si on veut une série plus complexe, plus politique, qui te pose des questions, pour moi ça serait plus Silo. Une série d'animation enfantine qui a plein de richesses, Bad Batch. Et une série plus d'intensité, d'action, pour moi celle de l'année c'est Cœur Noir.
Ok, ouais, donc en top 1, c'est pas mal. Top 1, ouais. Bah après, elle est pas trop discutée aussi, je voulais la mentionner, oui, quoi. C'est pas mal, ouais. Moi, rien de surprenant en top 1, ça pour le coup c'est Succession, qui est quand même dans beaucoup de tops. Entre mon top cinéma de l'année et top série, je suis pas original. Hein. Mon top 1, mais bon, c'est des films et des séries que j'ai adoré. Il paraît qu'elle est top. Hein. De quoi? Il paraît qu'elle est top. Donc, elle est géniale, et puis c'est une bonne conclusion. C'est toujours très difficile dans une série de conclure. Ah oui, là, c'est magistral. Et puis, enfin, je peux pas spoiler, mais il se passe un truc dès les premiers épisodes, tu fais c'est pas possible. Et t'y crois pas. Épisode 4, t'y crois pas. Épisode 5, t'y crois pas. Et puis en fait, tu te dis, ah, mais si, en fait, c'est bien le cas. Donc, c'est assez fort. Ils arrivent à te faire avaler des trucs. En fait, la construction jusqu'à la saison 6 du personnage de Logan Roy, de ce multimilliardaire, est tellement forte, tellement précise, tellement. Enfin, c'est une sorte de figure un peu comme ça, omnipotente, qui règne sur toute la série, que tu peux. Tout ce qui arrive après, c'est assez hallucinant et on n'y croit pas. Et c'est assez fort. Et les scénaristes ont joué là-dessus. Moi, j'en révélerai pas plus. Je suis pas du tout clair d'ailleurs dans ce que je dis. Mais non, mais je révélerai pas. Moi, j'ai du retard, mais tu peux révéler peut-être des éléments avant la saison 7 en tout cas. Hein. Oui, c'est ça. Mais si t'as besoin pour développer. Non, mais voilà, de toute façon, il y a toujours une tension entre lui et ses enfants. Il y a un gros casting. Il y a beaucoup de personnages. Et puis là, cette saison, ça s'est et là, les enfants, c'est géant, quoi. Voir un peu comment ils se détruisent entre eux, c'est assez fort. Et puis même les relations amoureuses dans ces cercles-là, c'est vraiment une belle critique de ce monde-là. Parce que ce qui est fort, c'est qu'ils nous font un peu nous attacher à ces personnages, et en même temps en les critiquant et les détester. C'est quelque chose de très très fort. Ouais, les séries qui font ça, et puis c'est précis, hein. Ils ont travaillé vraiment. Ils sont inspirés d'une vraie famille qui existe. Hein. Je sais plus le nom de cette famille milliardaire, mais bref, on s'en fout. C'est pas intéressant. Mais c'est vraiment très proche de la réalité, c'est ça, et c'est encore plus glaçant, quoi, de voir ça. Te dire que ouais. Et vraiment, ça vient scruter, ça vient analyser tous ces cercles-là d'ultra riches qui sont à des milliers d'années-lumière de nous, avec une sorte de force de frappe d'écriture scénaristique. J'en sais rien, ça se trouve, il n'y a que des banquiers qui nous écoutent. Hein. Oui, peut-être, hein, ça se trouve. Vous pouvez souscrire un abonnement. C'est plus 1 euro par an, merde, quoi. Non, mais ouais, mais en plus, pour le coup, je disais tout à l'heure qu'on avait des mini-séries. Là, c'est vraiment le format sériel avec beaucoup de personnages qui se développent, etc. au fur et à mesure des saisons. C'est vraiment une écriture à l'ancienne, quoi. Et ça marche bien. Ça marche très très bien. Très bien filmé en plus. Après, il faut aimer ce côté un peu caméra épaule qui vient les filmer en mode reportage. Il y a des zooms des fois, comme ça. Mais ils l'ont tenu depuis la saison 1, donc ça marche bien. En même temps, si tu restes sur ton style, ça peut lasser, hein, ça peut aussi déstabiliser. Je me rappelle dans la saison 2, ils utilisaient un peu trop des fois le zoom. Ouais, mais ils corrigent un peu, tu vois. Du coup, la saison 7, elle a pas trop les bémols des autres. Vraiment, elle marche très bien, quoi. Puis ils arrivent à conclure, t'as dit, ça c'est quand même assez difficile. Moi, t'as vu la conclusion de Sex Education, je l'ai mis qu'en 4ème. Ouais, parce que. Alors qu'elle a pas vraiment de défaut. Elle a pas vraiment de défaut, mais. Et là, ça vient conclure. Enfin, pour moi, la conclusion est magistrale. Ouais. C'est top. Bah écoutez, voilà pour le top. Moi je corrige juste une petite erreur, j'ai dit que c'était produit par Amazon. C'est diffusé par Amazon Cœur Nord, mais c'est quand même produit, c'est ça qui est assez. C'est français. C'est produit par France Télé. Hein. Ah ouais. Et une boîte de production mandarin. C'est la distribution juste. Ouais, c'est la distribution. Mais c'est ça qui est encore plus impressionnant quand même. Qu'on ait fait une série où on se lance là-dedans, c'est pour ça que bon, bref. Top 1. Plein de projets vont arriver comme ça aussi, c'est intéressant, quoi. Donc encore une fois, comme notre top film, si jamais vous l'avez écouté ou vous comptez l'écouter, un top assez varié. Hein. Oui, c'est ça, on a quasiment aucune série en commun. Silo, tu l'as vu. Oui, voilà, mais dans le top 5, il y a aucune série en commun, ce qui fait que aussi c'est un top qui dure un peu plus longtemps peut-être que le top cinéma, où là pour le coup on va avoir plus de films en commun. Enfin, le top cinéma il est plus long, mais. Il est plus long, mais bon, là sur un top 5, 35 minutes, c'est pas mal. Ouais, non, mais moi je suis content. En même temps, on voit pas les mêmes. Du coup, c'est forcément varié. Ouais. On n'a pas les mêmes goûts forcément sur telle ou telle chose, donc c'est intéressant de varier un peu. Après, on a oublié plein de séries, c'est sûr qu'en série, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup. Films, donc, voilà. Mais en tout cas, une année assez riche. Je trouve que l'année prochaine sera peut-être encore plus riche même en série. Il y a des grosses séries qui arrivent avec des saisons 2 ou des saisons 3. Il y a des belles séries qui arrivent. Hein. Mais... Des plateformes qui se font un peu la guerre. Ouais, c'est intéressant en vrai. Ça va être pas mal. Mais le top série l'année prochaine, je pense, on en aura plus en commun et sera plus serré. Ouais, ça va être pas mal. Il y a beaucoup de séries qu'on attend aussi. Voilà, c'est ça. Des suites, souvent. C'est ça. Qui seront peut-être dans le top des attentes, hein. Ah ouais, sûrement. On verra. Enfin bon, merci de nous avoir écoutés et on se dit à l'année prochaine pour un nouveau top série ou dans l'année pour de nouveaux podcasts. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, à tantôt. Et à bientôt.